Les gants pressurisés rigides mettent les mains à rude épreuve. Certains astronautes perdent leurs ongles, ils deviennent bleus et tombent en quelques jours. Ce sont les gants qui commandent. Au bout de 7 heures, l'entraînement est fini. Aujourd'hui, les astronautes ont été trop lents. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, mais on a besoin de s'améliorer. La semaine prochaine, on recommencera et on fera mieux. I just tethered to it and I split it. Somehow jammed it inside of the motor. I mean, it was fine as long as it don't come off when I'm not looking. Aider les astronautes à travailler mieux et plus vite est la mission de leurs instructeurs Thomas Gonzalez et Christy Hansen. On est leurs coachs, leurs profs, leurs contrôleurs de vol et leurs amis. On écrit les procédures pour les sorties. Est-ce que je te passe l'outil maintenant ou plus tard? Je le pose sur son support ou je le range? I'm on my way to the aft fixture. Tout est minuté comme dans une chorégraphie. We'll break torque on the A latch. Going to completely remove wide field from the W site. And start maneuvering up to the installation position up at the telescope. Tous ces gestes se comptent en secondes et en minutes. On arrive très vite à 10, 15 ou 30 minutes. Et c'est ce minutage précis qui fait que ça passe ou ça casse. Pendant 2 ans, leur vie va tourner autour de cette chorégraphie. La procédure est plus soigneusement répétée qu'un ballet. Ils vont écrire et réécrire le script, tester les idées, décider de la marche à suivre, la modifier, s'exercer encore et encore jusqu'à l'épuisement. Tout cela dans un seul objectif, atteindre la perfection. Les journées sont longues et les esprits s'échauffent. Mais au bout de 2 ans, ils finissent par établir un timing aussi exact et précis que possible. Pourtant, malgré tout ce travail, nul ne peut savoir comment les choses se passeront quand ils auront rejoint Hubble. Il y a toujours des imprévus en orbite. C'est en s'y préparant qu'on arrive à faire du bon boulot. Quatrième jour en orbite. La première sortie est imminente. Drew, c'est ta première sortie dans l'espace. Comment tu te sens? Impatient. Ça va bien se passer. Je suis prêt. Super. John, toi, c'est ta 714e sortie? Ma 6e. Ok. La première tâche de Drew et John est la priorité numéro 1 de la mission. Installer une caméra à grand champ beaucoup plus performante. Il faut desserrer un boulon, enlever l'ancienne caméra, insérer la nouvelle et resserrer le boulon. C'est l'une des interventions les plus simples de toute la mission. Pourtant, très vite, un problème se pose. Quand Drew essaie de desserrer le boulon qui retient l'ancienne caméra, il refuse de bouger. Si Drew ne parvient pas à le desserrer, cette première intervention ne pourra se faire. Les seuls à pouvoir physiquement résoudre le problème sont les 2 astronautes, John et Drew. Mais ils disposent d'un vaste réseau de soutien pour les épauler. Les 5 autres astronautes dans la navette, Christy Hansen et Thomas Gonzalez au centre de contrôle, et derrière eux, des ingénieurs qui connaissent Hubble mieux que quiconque sur Terre. On connaît le télescope, on connaît toutes les interfaces. On sait s'il faut un tournevis plat ou un certain type de clé. Alors que Drew s'escrime sur le boulon, les ingénieurs rassemblent toutes les informations qu'ils possèdent sur ce dernier, à commencer par son couple. La force à appliquer pour le desserrer. Chaque boulon est serré avec une certaine valeur de couple.
Et on a des documents qui indiquent quel couple correspond à ce boulon. Afin que Drew ne puisse pas trop forcer, sa clé est dotée d'un limiteur de couple appelé MTL. Une fois la limite atteinte, le MTL patine pour éviter que le boulon ne casse. Une seule solution, désactiver le limiteur de couple. Si le boulon casse, l'ancienne caméra ne pourra pas être sortie. Hubble gardera son équipement obsolète et la nouvelle caméra à grand champ dernier cri retournera sur Terre sans avoir jamais servi. J'avais le cœur serré. Je voyais s'évanouir les possibilités de nouvelles découvertes. Tout ce que je pouvais faire, c'était appliquer la meilleure technique possible. Houston 3BA, we copied and saw that. That's great news. My heart's still pounding. And the wide field planetary camera 2 is clear of the structure of the telescope. That's awesome news, Dan. Quand vous desserrez un boulon, que ce soit dans votre garage ou dans l'espace, soit il casse, soit il s'enlève. John et Drew parviennent enfin à mettre en place la nouvelle caméra. Mais il s'en est fallu de peu que l'opération échoue. Good morning, Atlantis, and a special good morning to you today, Mike Good. Le lendemain, deuxième sortie orbitale. Mike Massimino et Mike Good ont une tâche délicate. Remplacer les gyroscopes. Le premier ne pose pas de problème. Mais ils ont du mal à insérer le deuxième et le troisième. Il faut qu'ils y arrivent, car sans les gyroscopes, il est impossible d'orienter le télescope. C'était stressant. On savait que si on ne les changeait pas, le télescope ne marcherait pas. Enfin, ils parviennent à insérer le dernier gyroscope. Les 3 unités sont installées. C'est ce qu'on voulait. Personne ne sait pourquoi les gyroscopes ont eu du mal à rentrer. Ils ont pourtant été fabriqués avec une extrême précision. Mais ce n'est pas la première fois qu'un minuscule décalage manque de tout réduire à néant. En 1990, lors de sa mise sur orbite, on a découvert que Hubble transmettait des images floues. Son miroir présentait un léger défaut de conception de l'ordre d'1/50e de l'épaisseur d'une feuille de papier. Après tout le battage médiatique autour de Hubble, on est devenu la risée de l'Amérique. Il y avait des dessins humoristiques montrant Mr. Magoo comme le créateur de Hubble. En 1993, les astronautes partent installer un dispositif correcteur pour compenser le défaut de courbure. Après cette première réparation, Hubble commence à tenir ses promesses. D'autres missions de maintenance sont envoyées en 1997, 1999 et 2002. Et les découvertes s'enchaînent. Les astronautes y sont déjà allés 4 fois. C'est ce qui en fait le télescope le plus exceptionnel de l'histoire. Une 5e mission d'entretien est programmée. Mais après l'explosion de la navette Columbia en 2003, l'administrateur de la NASA, Sean O'Keefe, décide de l'annuler. Hubble est abandonné à son triste sort. Ça a déclenché un tollé dans le public. Des écoliers envoyaient leur argent de poche à la NASA pour l'entretien de Hubble. Puis, en avril 2005, un nouvel administrateur arrive à la tête de la NASA, bien décidé à relancer les missions, Michael Griffin. Étant ingénieur, je comprends les risques.
Il fallait trouver le moyen d'opérer en toute sécurité. On a étudié la question. Le danger vient de l'orbite sur laquelle évolue Hubble. Toutes les autres navettes sont envoyées vers la Station spatiale internationale où les astronautes peuvent attendre les secours en cas d'avarie. Pour Hubble, c'est impossible. On se trouve sur une orbite et à une altitude différente. La seule façon de secourir des astronautes en difficulté à proximité de Hubble serait d'avoir une deuxième navette prête à partir à tout moment, chose que la NASA n'est pas sûre de pouvoir faire. Les équipes doivent gérer 2 navettes à la fois. Ce n'est pas rien. En octobre 2006, après 18 mois de réflexion, Michael Griffin annonce sa décision. We are going to add a shuttle servicing mission to the Hubble Space Telescope. Mais le plan de sauvetage est périlleux. Si Atlantis est endommagé lors du voyage vers Hubble, une seconde navette, Endeavour, sera lancée. Grâce à son bras robotisé, Endeavour attrapera Atlantis. Une fois les 2 navettes en position, les astronautes d'Atlantis progresseront le long d'une corde pour rejoindre Endeavour, qui les ramènera sur Terre. Mais cela n'a jamais été fait auparavant, et personne ne sait si ça fonctionnera. Aucune solution n'est parfaite. Mais ça me convient. Ça nous offrirait une issue. Quand la mission est relancée, on est en octobre 2006 et Hubble est en piteux état. 3 des 6 gyroscopes sont en panne. Les batteries commencent à faiblir et 2 instruments ont cessé de fonctionner. Le premier est le spectrographe STIS, qui décompose la lumière comme un prisme pour analyser la composition chimique de l'atmosphère de planètes situées bien au-delà du système solaire. Le second est la caméra ACS, qui a pris 70% des images fournies par Hubble. La moitié des instruments du télescope sont hors service. C'est comme un orchestre symphonique. Si les bois se taisent, la musique est toujours belle, mais elle n'est pas aussi parfaite que si ces instruments jouaient. Normalement, les astronautes devraient installer de nouveaux instruments. Généralement, on arrive avec un appareil de remplacement. Même s'il n'y a qu'un petit truc qui cloche, on ne fait pas dans le détail. On retire le tout et on en met un neuf. Mais là, il n'existe pas d'appareil de remplacement et il faudrait trop longtemps pour les fabriquer. Le seul espoir est donc d'essayer d'intervenir sur place. Une première.